peut y aller. Parfait, l'enregistrement est parti. Parfait. Alors, j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir, tout le monde, à cette deuxième activité du chantier que nous animons, genre pouvoir et soins. Je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, mais en tout cas. Dans ce deuxième panel, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Pinel et Camille Robert, voilà les inversions, et qui vont nous parler respectivement des sujets sur la discrimination et sur les inéquités. Je vais tout de suite donner la parole à Camille Robert qui va nous faire part de son travail de recherche actuel, qui est en fait une partie de sa thèse de doctorat et dont elle va nous donner le titre et le contenu. Merci Camille Robert, qui est doctorante, bien sûr, à l'Université du Québec à Montréal, au département d'histoire, je le mentionne, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais faire un partage d'écran et voilà. OK. Donc, avant de commencer, je veux juste mentionner qu'il va être question de harcèlement et de discrimination raciale dans ma présentation. Donc, certaines situations décrites pourraient être difficiles à entendre, mais dans la mesure du possible, je vais essayer de limiter certains détails. Tout d'abord, merci au chantier. Oh, Jean-Vincent, il faut que tu fermes ton micro, je pense. Donc, merci au chantier Pouvoir, Soins, Santé pour cette invitation à partager les résultats préliminaires de mes recherches. Comme Mme Cohen a dit, c'est des recherches qui sont toujours en cours. Je n'ai pas tout à fait terminé le dépouillement de mes archives, mais ça s'en vient. Oups. Ça ne sera pas long. Donc, cette recherche s'inscrit dans une thèse de doctorat qui examine comment les travailleuses de l'éducation et de la santé ont vécu le tournant néolibéral de l'État québécois dans les années 80, à la fois dans les sphères du travail, du syndicalisme et du foyer. Au départ, c'est un projet qui devait reposer en grande partie sur les archives écrites, provenant notamment de journaux quotidiens, de fonds d'archives de syndicats et de ministères, auxquels s'ajoutaient une douzaine d'entretiens semi-dirigés avec des travailleuses de l'éducation et de la santé. Puis, en faisant les entretiens, en fait, j'ai constaté que ça pouvait avoir un apport significatif à mon projet. Donc, j'ai eu envie de donner une plus grande place aux témoignages des travailleuses. Et maintenant, j'en suis à une vingtaine d'entretiens. Et j'ai promis à ma co-directrice qui est présente que j'exagérerais pas trop avec les entretiens. Donc, ça devrait s'arrêter à 22 ou 23 peut-être. Donc, la moitié des 20 répondantes proviennent du secteur de la santé. Parmi elles, il y a surtout des infirmières, mais aussi une infirmière auxiliaire, une préposée aux bénéficiaires, une inhalothérapeute, une préposée à l'entretien ménager et 3 conseillères syndicales, dont 2 ont été infirmières auparavant. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas un peu c'est quoi le travail de conseillère syndicale, c'est des personnes qui sont employées par les syndicats pour gérer les relations de travail puis le respect des conventions collectives. Donc, ce sont des employés de syndicats. Donc, comme vous voyez, ma thèse ne porte pas spécifiquement sur les expériences des infirmières noires, mais c'est quand même un pan de l'histoire des travailleuses de la santé que je trouvais important à inclure, particulièrement parce qu'elles sont généralement peu présentes ou même absentes dans les recherches sur l'histoire du nursing et que la période des années 80 au Québec reste encore peu explorée. Je tiens quand même à souligner l'importance des travaux de Karen Flynn, d'Agnès Calliste et de Catherine McPherson. Leurs recherches ont mis en lumière comment se superposait l'organisation genrée et raciale du travail des infirmières et aussi l'historique de discrimination raciale envers les infirmières noires qui ont été formées et qui ont travaillé dans les hôpitaux canadiens. Malgré ces publications importantes, je trouvais peu d'écrits qui s'inscrivaient spécifiquement dans le champ spatio-temporel de ma recherche, soit le Québec des années 80. C'est en dépouillant les journaux quotidiens sur BANQ numérique que je suis d'abord tombée presque par hasard
sur de courts articles sur les discriminations raciales auxquelles faisaient face des infirmières noires, surtout dans les hôpitaux montréalais. Le premier, qui date de 1982, mentionnait la création d'un tribunal indépendant à Ottawa pour traiter la plainte d'Emida Schaffer, une infirmière qui avait subi de la violence psychologique, physique et verbale à caractère raciste de la part d'un collègue. Le premier article concernant les infirmières noires montréalaises date du 6 avril 1987. Il est question d'une conférence de presse de l'Association des infirmières noires du Québec qui vise à dénoncer le racisme dans plusieurs hôpitaux montréalais, particulièrement au Royal Victoria. Quelques semaines plus tard, 3 autres articles font mention des démarches de l'association devant la Commission des droits de la personne pour dénoncer la discrimination et le harcèlement envers une infirmière, Rose Kernan, qui avait été congédiée de l'hôpital Royal Victoria, puis réintégrée après un arbitrage. C'est à partir de ces articles que je me suis mise à la recherche des archives de l'Association des infirmières noires du Québec, fondée en 1985, mais je n'ai pas été en mesure de les retracer. J'avais aussi vu une mention du ralliement des infirmières haïtiennes, une autre association, dans les journaux, et même si l'association existe encore, les administratrices actuelles n'ont malheureusement pas les archives des années 80. Dans les archives de la FIC, il y avait, il y avait un seul arbitrage lié au cas de discrimination raciale concernant Jeanne-Bernard Fortune, une infirmière de l'hôpital Royal Victoria. En 1989, elle avait été cible pendant plusieurs mois de menaces anonymes à caractère raciste, la ciblant personnellement ainsi que d'autres collègues haïtiennes. L'employeur n'a pas suffisamment agi pour trouver le ou les coupables, qui étaient des collègues, ni pour protéger l'intégrité psychologique de la travailleuse. À ce point-ci, j'avais relativement peu d'informations en main avec seulement cette décision d'arbitrage et les archives de journaux quotidiens, mais je voulais quand même creuser davantage la question des discriminations raciales envers les infirmières, particulièrement dans le contexte des années 80 où il y a une précarisation importante des conditions de travail. Les entrevues offraient donc le potentiel d'adresser certaines questions laissées en suspens par les sources écrites. Grâce à des mises en contact, j'ai rencontré 2 conseillères syndicales retraitées, Jean Paris et Teresa. Donc, Teresa, c'est un pseudonyme. Et j'ai rencontré aussi Myrtha Dominique, qui est cofondatrice du ralliement des infirmières haïtiennes. Jean Paris est née à la Barbade en 1946. Elle a étudié en Angleterre les soins infirmiers et elle est arrivée à Montréal en 1974. Jusqu'en 1985, elle a occupé un poste d'infirmière en obstétrique à l'hôpital général juif et elle a été présidente du syndicat local de 80 à 85. Puis ensuite, elle a été engagée comme conseillère syndicale pour United Nurses, qui éventuellement a été intégrée par la FIC lors de la création de la centrale. Teresa est née en 1949 à Trinité et Tobago. Elle a commencé à travailler comme secrétaire, tout d'abord pour United Nurses en 1973, puis ensuite elle est devenue conseillère syndicale à partir de 1980. Puis toutes les 2 étaient rattachées à des hôpitaux anglophones montréalais. J'ai aussi pu rencontrer Myrtha Dominique, qui est née en 1947 en Haïti et qui a travaillé comme infirmière en psychiatrie à l'hôpital Charles-Lemoine à partir de 1977. Elle n'a pas travaillé donc dans les hôpitaux montréalais, mais elle a quand même accompagné plusieurs infirmières victimes de discrimination raciale via le ralliement des infirmières haïtiennes où elle était impliquée. Donc, toutes les 3 ont accepté de m'accorder un entretien et c'est entièrement grâce à leur témoignage que je peux présenter les résultats suivants. Donc, je les remercie sincèrement pour le temps et la confiance qu'elles m'ont offert. Du fait qu'elles ont joué un rôle d'accompagnement et qu'elles ont été impliquées sur plusieurs dossiers concernant des cas de discrimination raciale, leur témoignage offre une certaine vision d'ensemble quant à la situation dans plusieurs hôpitaux montréalais au cours des années 80. Je suis quand même consciente qu'il s'agit d'un échantillon qui est très petit et qu'un réel travail de recherche sur ces enjeux nécessiterait beaucoup plus d'entrevues, mais je trouvais quand même intéressant de partager ces résultats, même s'ils sont quand même assez fragmentaires, dans le contexte de ce chantier de recherche, surtout vu les objectifs et le réseau de chercheuses qui réunit. En discutant avec ces 3 femmes, j'ai pu approfondir certains enjeux déjà soulevés dans les archives écrites, soit les abolitions de postes, l'inaccessibilité des promotions pour les infirmières noires, les commentaires et les gestes racistes au quotidien
et les défis ou les difficultés à combattre le racisme, autant dans les milieux de travail que dans les milieux syndicaux. Les abolitions de postes d'infirmières noires survenues en 1987 à l'hôpital Royal Victoria sont le cas le plus médiatisé de discrimination raciale, selon ce que j'ai pu voir dans les archives. Il y a des griefs syndicaux qui ont été déposés à l'époque et qui mènent éventuellement à un arbitrage et à la réaffectation des infirmières noires à leur poste. L'une d'entre elles, Rose Kernan, regagne son poste, mais elle se fait ensuite harceler par l'employeur. Jean Paris, qui était la conseillère syndicale en poste, m'a par exemple raconté que son travail par la suite était systématiquement surveillé et qu'il la faisait travailler en salle d'opération où elle devait porter des gants alors qu'il savait qu'elle était allergique au latex. Rose Kernan a ensuite porté plainte à la Commission des droits de la personne où son dossier n'a pas été traité avec sérieux. Éventuellement, elle a été poussée à démissionner avec une entente hors cours dans laquelle elle devait aussi retirer sa plainte à la Commission des droits de la personne. Je m'excuse, je suis comme sur 2 ordinateurs en même temps, là, donc c'est... Donc, l'inaccessibilité des postes et des promotions pour les infirmières noires a été soulevée à la fois dans les archives de journaux et des témoignages. En 1989, l'Association des infirmières noires déplorait que des postes d'infirmières-chefs étaient confiés dans l'intérim à des infirmières noires, mais étaient ensuite attribués de façon permanente à d'autres infirmières, pourtant moins qualifiées. Jean Paris m'a expliqué sensiblement la même chose, soit que les infirmières noires étaient utilisées pour remplir des postes temporairement lors de vacances ou d'absence. Le poste le plus élevé dans lequel elle a vu une infirmière noire, c'était comme assistante infirmière-chef. Mais elle dit dans la citation que vous pouvez voir en haut que l'assistante infirmière-chef, lorsqu'elle a appliqué pour avoir le poste d'infirmière-chef, elle ne l'a pas obtenu et elle a dû même former la personne qui a occupé ce poste-là à sa place. Myrta Dominique donc disait sensiblement la même chose, c'est-à-dire que même quand les employés étaient compétentes, qu'elles avaient des bonnes évaluations, il y avait toujours un problème au moment où cette personne-là pouvait obtenir une promotion et donc un poste. Donc finalement, les infirmières noires, malgré leurs compétences, leurs compétences finalement n'étaient pas reconnues, puis elles ne réussissaient pas à obtenir ces postes d'infirmière-chef, ou plutôt on refusait de leur donner malgré leurs compétences. Au-delà des abolitions de postes et de l'inaccessibilité des promotions, les travailleurs sont aussi confrontés quotidiennement à des commentaires et des gestes racistes, en premier lieu de la part des patients qui refusent d'être traités par des infirmières noires ou qui font semblant carrément de ne pas les voir. Donc, Jean Paris m'a raconté cette anecdote où souvent il y a un patient blanc qui se présentait et il passait devant elle comme si elle était invisible, puis par la suite, elle allait faire autre chose, elle allait dans une autre pièce et ce patient-là demandait à la réceptionniste de parler à une infirmière, la réceptionniste de lui dire « mais vous venez de passer devant l'infirmière puis vous n'êtes pas allé lui parler ». Donc, finalement, elle appelait Jean Paris à l'intercom, elle se présentait, puis le patient devait alors reconnaître que cette femme noire devant lui était l'infirmière qui venait d'ignorer. Puis il y a quand même quelque chose de paradoxal dans cette invisibilité qui côtoie l'hypervisibilité des infirmières noires, particulièrement ciblée à travers la surveillance, le harcèlement et les commentaires racistes. Selon Nicole Buchanan et Iris Settles, l'invisibilisation et l'hypervisibilisation sont des processus exercés par les membres d'un groupe dominant à l'encontre des groupes marginalisés. Dans ce cas-ci, l'invisibilisation de cette infirmière vise une non-reconnaissance de cette femme noire comme étant une infirmière qualifiée, apte à répondre aux questions du patient et même une non-reconnaissance de sa personne en l'ignorant. Les gestes et les attitudes racistes viennent aussi de collègues de travail. Par exemple, au moment de se croiser entre leur cadre de travail, une infirmière blanche va systématiquement se laver les mains après qu'une infirmière haïtienne lui a donné les clés. Ou encore, une infirmière blanche refuse de suivre les directives données par une infirmière noire, pourtant sa supérieure hiérarchique, en disant qu'elle ne suit pas les ordres des personnes noires. De la part de l'employeur, les formes de discrimination incluent notamment le harcèlement, la surveillance accrue de la performance,
les sanctions plus sévères face aux erreurs et le non-remplacement des infirmières absentes, ce qui occasionne une surcharge de travail pour les infirmières noires. Donc, c'est un peu ce que Teresa dit dans la dernière citation. Là. Donc, s'il y a 3 infirmières noires qui sont dans une unité et qu'il en manque 3, ben, ils ne vont pas les remplacer parce qu'ils prennent pour acquis que les femmes noires vont travailler assez fort pour faire le travail de 6 personnes. Face aux problèmes rencontrés par les infirmières noires en milieu de travail, il y a 2 associations qui sont créées. La première, c'est l'Alliement des infirmières haïtiennes, qui est fondé en 1977 et qui offre un lieu de rencontre aux infirmières d'origine haïtienne, qui facilite leur insertion professionnelle au Québec et leur permet de discuter de certains problèmes qu'elles vivent au travail et de créer ou maintenir des liens de solidarité avec d'autres groupes de femmes en Haïti, notamment à l'occasion de voyages d'échange. Le ralliement avait aussi un journal que j'ai malheureusement pas pu trouver dans les archives. Myrta Dominique, une des membres fondatrices, était responsable du comité qui accompagnait les infirmières quand elles vivaient des situations de discrimination raciale de la part de collègues ou de l'employeur. Elle rencontrait les infirmières pour écouter leurs témoignages, puis rencontrait la direction de l'hôpital pour tenter de résoudre le problème. À l'hôpital de la Chine, elle a par exemple fait de la conciliation auprès de l'employeur pour aider les infirmières haïtiennes qui faisaient face à la discrimination de la part des infirmières chefs. Le ralliement offrait aussi un soutien émotionnel aux infirmières pour essayer de faire en sorte de préserver leur santé mentale, d'essayer de faire une séparation entre les problèmes rencontrés au travail et leur vie privée, et aussi leur donner la force de continuer leur travail. Comme Myrta Dominique explique dans la citation, que quand la personne faisait face à du harcèlement, ça avait des conséquences sur la santé de la personne, sur son état psychologique. Donc, le ralliement essayait de faire en sorte que ça n'ait pas trop d'effet sur leur travail pour ne pas donner raison à l'employeur, puis qu'éventuellement, les infirmières soient sanctionnées ou aient des mauvaises évaluations ou carrément perdent leur travail. Puis, ce qui ressort des cas de discrimination raciale, pas seulement ceux dénoncés par le ralliement, mais aussi à la suite de griefs et d'arbitrages, c'est l'effet dévastateur des violences vécues en milieu de travail sur l'ensemble de la vie de ces infirmières-là, notamment des conséquences dans leur vie de couple, leur vie familiale, de l'insomnie, des dépressions, des troubles de stress post-traumatique. Et ce poids énorme va pousser plusieurs d'entre elles à quitter la profession infirmière à un certain point. Quant à l'Association des infirmières noires du Québec, elle est fondée à l'automne 1985, d'abord par des infirmières provenant du Royal Victoria, mais qui ont ensuite été rejointes par des infirmières de l'hôpital général juif, de l'hôpital Sainte Mary et de l'hôpital Queen Elizabeth. Les bureaux de l'association étaient situés au centre communautaire noir sur la rue Coursol, dans la Petite Bourgogne, donc bâtiment qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Les archives de l'association ne sont pas dans le fond du centre communautaire noir, malheureusement. Les seules traces sont dans les quelques articles de journaux en 1987 et 89 concernant les abolitions de postes d'infirmières noires, la plainte à la Commission des droits de la personne suite au harcèlement de Rose Kernan et le refus d'attribuer les promotions aux infirmières noires qualifiées. Après 1989, c'est difficile de voir si l'association est restée active. Une des choses qu'elle a faites, par contre, c'est Jean Paris qui me l'a confirmé, c'est vraiment de pousser les syndicats à adresser l'enjeu du racisme et à intervenir dans les cas de discrimination raciale. Jean Paris et ça, à travers leur travail de conseillère syndicale, ont aussi été des pionnières pour combattre le racisme en milieu de travail, le faire reconnaître par les syndicats et l'inscrire dans les conventions collectives sans difficulté. Pendant longtemps, la discrimination raciale était traitée comme un conflit de personnalité. Teresa a aussi mentionné que les plaintes par rapport au racisme étaient traitées comme des cas individuels, mais que le problème de fond n'était jamais adressé auprès de l'employeur ou auprès du gouvernement lors des négociations. Elle m'a aussi expliqué qu'il y a une difficulté particulière à faire reposer sur ces cas individuels le poids politique des revendications contre le racisme. C'est-à-dire que les plaintes, les griefs et les arbitrages sont des processus extrêmement difficiles psychologiquement pour une travailleuse. Dans bien des cas, les infirmières veulent arriver à un règlement le plus rapidement possible pour en finir parce que le fardeau est trop lourd à porter et que ça affecte leur vie privée.
C'est sans doute le cas de Rose Kernan qui a fini par démissionner au terme d'une longue procédure et de harcèlement de la part de l'employeur. Selon Jean Paris, l'arbitrage de Jeanne-Bernard Fortune en 1990, pour lequel elle a témoigné comme conseillère syndicale, ça a créé un précédent important en matière de reconnaissance de la discrimination raciale pour les syndicats. L'employeur a été condamné à verser 3 000 ce qui équivaut à peu près à 5 500 aujourd'hui, donc à Jeanne-Bernard Fortune, une somme d'argent qui apparaît quand même dérisoire vu toute la violence subie par la travailleuse, les conséquences sur sa santé physique et psychologique et les preuves que là où les harceleurs étaient des employés de l'hôpital. Le processus d'arbitrage a aussi été extrêmement difficile pour l'infirmière qui est interrogée comme si elle était coupable et non la victime. Malgré la difficulté de ce processus, ce cas a en quelque sorte servi de bougie d'allumage pour que les syndicats considèrent plus sérieusement l'enjeu de la discrimination raciale, alors qu'auparavant, c'était un sujet que personne ne voulait toucher, tant à l'intérieur des structures syndicales que dans les relations de travail. Éventuellement, la discrimination et le harcèlement racial ont été reconnus dans les conventions collectives et des politiques internes ont été adoptées dans les hôpitaux pour recevoir les plaintes. Donc, on peut dire qu'il y a un long historique de discrimination raciale dans le travail de soins, qui n'est évidemment pas apparu dans les années 80 ni à Montréal, mais cet historique s'est aussi accompagné de résistance de la part des travailleuses noires à différentes échelles. De ce que j'ai pu observer dans les archives et entendre dans les témoignages, la particularité des années 80 est sans doute le fait d'adresser la discrimination raciale dans les relations de travail, d'abord à une échelle individuelle, puis plus collective à la fin des années 80 et au début des années 90. C'est notamment grâce au courage d'infirmières comme Rose Kernan, Georgina Sells, Emma Alexandre et Jeanne-Bernard Fortune qui ont déposé des plaintes ou des griefs et fait face à des arbitrages difficiles. Les enjeux liés au racisme ont été plus visibilisés et dénoncés. C'est aussi grâce au travail de groupes comme le Ralliement des infirmières haïtiennes et l'Association des infirmières noires que le racisme en milieu de travail a été abordé et aussi à tout le travail de conseillères syndicales comme Jean Paris et Teresa, qui ont fait en sorte que l'enjeu de la discrimination raciale soit saisi plus largement par les syndicats. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est quand même très limité, mais je pense qu'il y a un grand potentiel pour documenter davantage l'organisation des infirmières noires face au racisme en milieu de travail et dans les syndicats. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment, Camille, pour cette superbe présentation qui nous donne un peu le contexte malheureux dans lequel on a pu voir des affaires comme celle de Joyce Echaquan encore arriver 40 ans plus tard avec à peu près les mêmes types de remarques et de harcèlement mais qui ont conduit au décès malheureux de Joyce. Alors, merci infiniment, Camille. C'était vraiment très intéressant et très précis et je trouve ça vraiment formidable. Je donne sans plus tarder la parole à Julie Pinel, qui est conseillère à la condition des femmes de la Centrale des syndicats du Québec, qui va nous parler des différentes propositions qui sont faites par la CSQ pour que la voix de toutes les femmes compte. Merci Julie d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai pris beaucoup de notes de la présentation de Camille qui était très intéressante et auquel je vois des éléments à ajouter à ma présentation. Donc, je vais tenter de faire des liens aussi. Donc, ma présentation va porter, oui, comme Mme Cohen le disait, sur l'importance d'entendre les voix de toutes les femmes. Puis je pense que ça fait vraiment écho à ce que Camille vient de présenter sur les situations que les infirmières noires ont vécues, puis l'importance que leur voix soit entendue pour travailler, lutter contre la discrimination. Avant de... Désolée. Parfait.
Avant de parler plus spécifiquement de la représentation des femmes, je vais vous parler rapidement de l'équité salariale ou plutôt de l'inéquité salariale qui est présente encore aujourd'hui, puis vous montrer un petit peu les angles morts en lien avec l'équité salariale, certains éléments sur lesquels on doit s'attarder aussi pour mieux comprendre les problématiques de ces inéquités-là qui sont présentes. Et ensuite, je vais vous parler de la représentation des femmes d'un projet qu'on est en train de faire à la centrale, justement pour avoir une meilleure représentation de toutes les femmes au sein de notre organisation. Donc, au niveau de l'équité salariale, ça fait 25 ans que la loi sur l'équité salariale a été adoptée, un peu plus. Il y a toujours des écarts qui sont là. Si on y va sur les moyennes de salaire horaire, les femmes gagnaient en 2019 25 et 19 et les hommes, c'était 28 et 6 il y a aussi un article qui est sorti récemment dans la presse qui fait état de différences salariales, de différences au niveau des augmentations salariales. Donc, les femmes en 2021 auraient eu des augmentations d'environ 1,5 et les hommes auraient eu des augmentations d'environ 2,7 Ces écarts-là salariales sont expliqués quelquefois. Là, on a le salaire horaire, mais on va dire les femmes travaillent plus à temps partiel. Donc, c'est ce qui explique le salaire différent au plus bas que les femmes ont. Mais il y a des raisons qui expliquent le fait que les femmes travaillent à temps partiel. Donc, les femmes vont choisir le travail à temps partiel parce qu'elles vont vouloir prendre soin des enfants à la maison. Donc, on remarque que les femmes sont vraiment majoritaires dans les personnes qui disent qu'elles prennent le travail à temps partiel pour prendre soin des enfants à la maison et pour toute autre obligation personnelle et familiale. Donc, les enjeux de conciliation famille, travail, études vont avoir une incidence sur le salaire que les femmes vont avoir. Puis ça a des incidences tout au long de la vie des femmes. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2017, les femmes avaient des revenus de moins de 30 000 il y avait 56,2 des femmes, excusez-moi, qui avaient des revenus de moins de 30 000 Et chez les femmes âgées de 65 ans et plus, c'était près de 3 femmes sur 4 qui avaient des revenus de moins de 30 000 Donc, le fait qu'elles travaillent à temps partiel, le fait qu'elles gagnent moins, ça a aussi une incidence sur leur capacité d'épargner à la retraite, puis des revenus qui vont être disponibles aussi pour la qualité de vie, la nourriture, les soins, tout au long de la vie et à la retraite. Donc, récemment, ce qu'on disait, c'est que les femmes disposaient de 30 de moins que les hommes à la retraite. Donc, elles avaient un capital de 30 de moins, alors qu'on sait que l'espérance de vie des femmes est plus élevée. Donc, elles ont besoin d'un capital techniquement un peu plus important pour être capables de vivre décemment pendant leur retraite. Ensuite, un autre élément qui est amené aussi, c'est les choix professionnels que les femmes font. Donc, selon le niveau de scolarité, ce qu'on voit, c'est que les écarts sont persistants. Oui, ils sont différents selon qu'on a un diplôme d'études secondaires ou un diplôme universitaire, mais les écarts sont tout de même là et présents entre les femmes et les hommes. Par rapport au personnel dans les services de santé, si on regarde spécifiquement le personnel de soutien des services de santé, c'est des données de 2015 que j'ai. Les femmes gagnaient en moyenne 27 900 et les hommes en moyenne 34 700 par année. Donc, c'est un écart d'environ 7 000 entre les femmes et les hommes, personnel de soutien des services de santé. Et au niveau du personnel professionnel en soins infirmiers, l'écart était d'environ 7 500 Donc, c'est 56 889 pour les femmes qui étaient gagnées annuellement. Et pour les hommes, c'est 64 328 annuels qui étaient gagnés. Ces écarts-là ne s'expliquent pas complètement, puis c'est des données qui ont été travaillées par l'économiste Ruth Rose, mais ça ne s'explique pas. Ce qu'elle dit, c'est que le fait que les femmes travaillent plus à temps partiel n'explique pas l'entièreté de l'écart salarial qui est là. Et cet écart-là est présent dans presque tous les secteurs d'emploi. Je ne les ai pas notés, mais je pense qu'il y en a 5 ou 6 secteurs d'emploi où les femmes vont gagner un salaire
égales ou légèrement supérieures aux hommes, mais sinon, il y a vraiment des écarts qui sont là dans chacune des catégories professionnelles puis des secteurs d'emploi qu'on peut voir. Donc, il y a quand même quelque chose on doit aller regarder plus loin que seulement les choix professionnels pour expliquer ces écarts au niveau de la rémunération. Un des exemples que je vous présente parce que c'est un exemple pour lequel j'ai des données. Je souhaitais aussi présenter des exemples pour les personnes en situation de handicap, mais il y a très peu de données de disponibles. Mais pour les personnes qui sont immigrantes, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment des écarts salariaux qui sont importants. Là, les premiers chiffres que je vous ai montrés, c'était le salaire, la rémunération horaire au Québec. Là, on est au Canada. Donc, c'est la même année, mais les chiffres diffèrent parce qu'on n'a pas le même bassin, je vous rassure. Donc, pour les personnes nées au Canada, on voit que l'écart entre les femmes et les hommes est de 2,79 $. Et pour les personnes immigrantes, l'écart entre les femmes et les hommes est de 3,42 $. Et si on prend l'écart entre les femmes immigrantes et les hommes nés au Canada, l'écart est de 4,45 $. Donc, il faut vraiment prendre la peine, quand on traite d'équité salariale, d'aller voir dans nos angles morts pour voir s'il y a des problèmes plus importants ou s'il y a d'autres problèmes qui sont présents et ne pas juste se baser sur la moyenne. Les femmes immigrantes, c'est 13,9 % de la population féminine au Québec, donc c'est quand même pas négligeable comme bassin de population. Et on sait que ces femmes-là sont surqualifiées souvent pour l'emploi qu'elles occupent. On va parler de surqualification pour 45,6 % des femmes immigrantes. Donc, il y a d'autres problématiques à aller travailler, notamment la reconnaissance des acquis, mais il y a vraiment d'autres problématiques à aller travailler pour améliorer le sort des personnes immigrantes et leur donner un salaire décent. Et là, je n'ai pas les données, mais je vous amène juste à réfléchir. Vous pensez qu'il y en est quoi de la proportion de femmes immigrantes qui ont des revenus de moins de 30 000? Et qu'en est-il aussi pour les femmes immigrantes âgées de plus de 65 ans et plus? Bien, probablement que les données seraient encore plus élevées que celles que je vous ai présentées précédemment. On parle de choix, l'accès à des mesures aussi de conciliation famille-travail. Au niveau de l'équité salariale, c'est un autre angle à prendre. Je vous parlais des choix au niveau de travail à temps plein ou à temps partiel, mais si on n'a pas accès à des mesures de conciliation famille-travail dans nos emplois, bien souvent, on va devoir diminuer le nombre d'heures travaillées. Puis ce qu'on voit, c'est que les femmes sont proportionnellement, ont moins accès à ces mesures-là de conciliation famille-travail. Donc, quand il est question de salaire ou d'inéquité salariale, je pense que c'est important aussi de regarder les angles morts et d'essayer de voir qu'est-ce qui sous-tend aussi cette problématique-là et quels sont les autres problèmes autres que seulement se baser sur la moyenne qui nous est présentée. J'arrive au projet qu'on a dans notre organisation. On a adopté en 1995 un programme d'accès à l'égalité syndicale et je trouvais extrêmement intéressant dans la présentation de Camille quand elle disait moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est l'importance de la voix de ces femmes-là, que ces femmes-là se soient levées, qu'elles aient pris la parole, qu'elles aient été en mesure de dire ce qu'elles vivaient, les discriminations dont elles étaient victimes pour pouvoir justement être entendues et qu'il y ait des actions qui soient prises. Donc, nous, en 1995, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté ce programme d'accès à l'égalité syndicale pour soutenir la participation des femmes parce qu'on pense que c'est important d'avoir une représentation proportionnelle. Et là, on a adopté en 1995, c'est une représentation proportionnelle qui vise principalement les femmes. Et ensuite, ce qu'on voulait aussi, c'était d'entendre la voix des femmes, donc d'entendre les problématiques que les femmes peuvent vivre au niveau des milieux de travail pour être capables d'adresser les discriminations dont elles étaient victimes. Ce qu'on remarque aujourd'hui et ce qui nous amène à revisiter notre programme d'accès à l'égalité syndicale, et là, je vous mets un petit peu de couleur, on n'atteint pas nos cibles de représentation proportionnelle. Les hommes sont toujours
présents de façon importante dans nos rangs. On représente c'est 75, on est à 78 de femmes actuellement. Et dans nos instances décisionnelles, c'est environ 53 de femmes qui sont présentes. Donc, on a une majorité de femmes, mais on n'a pas ce qu'on vise, nous, c'est une représentation qui est proportionnelle aux membres qu'on représente. Donc, pour nous, on devrait avoir 75 de femmes dans nos instances ou quelque chose qui oscille autour de ça pour justement représenter représenter nos membres. Dans ces instances-là décisionnelles, Camille a parlé de conseillères syndicales qui vont traiter des plaintes individuelles. Le poids politique auquel elle référait, le poids politique se trouve beaucoup dans ces instances, donc c'est important que les femmes soient présentes et qu'on puisse entendre la voix des femmes. Et je suis désolée, j'ai oublié de vous mentionner dès le départ, j'ai des oiseaux, donc ce n'est pas un micro qui est pas fermé, ce sont mes oiseaux qui m'accompagnent dans mes présentations. Donc, c'est ça, le poids politique est vraiment dans ces instances-là et c'est important d'avoir une représentation la plus juste possible de nos membres et d'entendre, pour justement entendre les problématiques qu'elles vivent et être capable de les adresser et de prendre des décisions en conséquence. Donc, face au constat qu'on fait où on n'atteint pas la représentation proportionnelle, on débute un projet où on va aller consulter les membres, les femmes comme les hommes, pour essayer d'aller voir quels sont les freins actuels à la représentation des femmes. Est-ce que depuis 1995, les freins sont toujours les mêmes? Est-ce que les mesures qu'on a mises en place dans nos organisations répondent aux besoins des femmes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de plus pour favoriser leur participation dans nos instances décisionnelles? Et on veut aussi élargir la réflexion pour justement avoir une multitude de voix parce que les femmes ne sont pas un groupe homogène et nos membres non plus ne sont pas un groupe homogène et on souhaite avoir une représentation qui soit la plus fidèle, oui, des femmes, mais de toutes les femmes qu'on représente. Le deuxième constat qu'on a fait, et là, c'est sur le dossier du retrait préventif, on aurait pu faire la même caricature au niveau de l'équité salariale. Malgré le fait que les femmes sont présentes dans nos instances à 53 %, donc ils sont majoritaires, on constate qu'au niveau de la prise de parole, c'est pas le même constat qui se fait. Donc, les femmes ne sont les femmes prennent la parole vraiment dans une proportion moindre que les hommes, autant au niveau du nombre qu'au niveau du temps de prise de parole. Et tout dépendant des dossiers, la prise de parole diffère, mais c'est assez rare. C'est jamais arrivé depuis le temps. Puis c'est des données que je prends vraiment de façon non scientifique, mais juste le temps et je calcule le nombre de personnes qui prennent la parole. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire. Donc, au-delà du fait de dire qu'on veut améliorer la participation des femmes dans nos instances décisionnelles, il faut aussi améliorer je parle de participation active, d'où l'importance, ce n'est pas qu'elles s'assoient sur une chaise et qu'elles écoutent les débats, mais qu'elles participent aussi activement au débat qu'il y a à faire et qu'elles amènent leur point de vue. Donc ça, c'est un deuxième élément sur lequel on va porter une attention pour voir quels sont les besoins des femmes au niveau de cette prise de parole-là, quels sont les enjeux qu'elles rencontrent au niveau de la prise de parole et qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir et entendre réellement, entendre réellement leur voix au sein de nos instances décisionnelles pour pouvoir adresser aussi les problématiques qu'elles vivent. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, mais dans tout ce qu'on travaille, on garde toujours en tête que les femmes ne sont pas un groupe homogène et qu'on veut être en mesure d'avoir une belle représentation de l'ensemble d'entre elles pour pouvoir justement adresser les problématiques qu'elles peuvent vivre. Et c'est important qu'on puisse entendre la voix de toutes les femmes, donc pas seulement la voix d'un groupe majoritaire ou la voix des hommes qui prennent la parole pour les femmes, mais on veut entendre les femmes parler de leurs problèmes et présenter ce qu'elles vivent pour être en mesure de prendre des décisions politiques pour adresser les enjeux qui sont vécus
par les femmes dans les milieux de travail. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Julie, pour votre présentation à laquelle je pense nous allons pouvoir apporter un certain nombre ou adresser un certain nombre de questions. Alors, la discussion est ouverte. Je prends les questions. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure. Avant que… Alors, comme je ne vois pas tout le monde, Karen avait levé la main, mais il y avait une autre personne aussi. Je ne veux pas te mettre en dernier. Karen, mais vas-y, Karen, et puis on va attendre que les autres se présentent. Vous pouvez aussi utiliser la discussion. Alors, il y aura Karen et Sadjo. Vas-y, Karen. Moi, j'ai une question. Je pense que c'est pour Julie, mais peut-être aussi pour Camille. D'abord, merci beaucoup pour deux présentations très intéressantes et stimulantes. Mais j'aimerais savoir, parce que les comités de conditions des femmes ont été extrêmement importants pour avancer la cause, si je peux le dire, des femmes dans les milieux syndicaux. Est-ce qu'il existe des comités équivalents contre le racisme pour regrouper des personnes racisées ou immigrants qui peuvent se sentir autant, sinon plus, cibles de discrimination? Parce que pour les femmes, ça a été extrêmement important. Alors, je ne sais pas si on prend 2-3 questions, si vous voulez répondre au fur et à mesure. Julie? C'est comme vous voulez, je peux faire les deux. Allez-y, allez-y. Parfait. Bien, à l'heure actuelle, on n'a pas, nous, de comité qui traite spécifiquement de discrimination raciale ou autre, mais c'est des enjeux qu'on va adresser, comme le comité de la condition des femmes va faire des analyses intersectionnelles, donc tenter de vraiment ratisser le plus large possible, essayer de regarder un peu partout dans les angles morts ce qui peut être amené. Donc, justement, le projet que je vous présente, c'est un projet qui est porté aussi par le comité de la condition des femmes à la centrale. Donc, il y a l'objectif quand même de ratisser plus large, mais il n'y a pas de comité spécifique, là, comme vous le mentionnez. Camille, est-ce que vous voudriez dire un mot? Je suis dans un syndicat, puis le syndicat des professeurs enseignants. Je suis dans le syndicat des professeurs enseignants de l'UQAM, puis on a un comité depuis peu là, qui s'appelle le comité d'action contre le racisme systémique et les discriminations. Mais c'est un comité au niveau local. Je ne sais pas, on est affilié à la CSN, là, donc je ne sais pas si au niveau de la CSN, il y a quelque chose de semblable, mais ça existe au niveau local. Puis pour répondre aussi à votre question, j'ai regardé les archives des syndicats pour les années 80, puis effectivement, il y a ces comités de conditions féminines, mais les enjeux liés au racisme sont absolument absents des archives syndicales dans les années 80. C'est jamais mentionné, donc sauf peut-être une ou deux mentions, là, mais l'enjeu semble vraiment être présent dans les syndicats pour les années 80. Beaucoup. Alors, j'avais Paquita Sadjo, est-ce que vous voulez intervenir? Parce qu'il y a Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations et surtout merci beaucoup à Camille parce que je suis étudiante au doctorat en études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa et je travaille justement sur le vécu du racisme des infirmières noires et des coûts psychologiques et identitaires que vont porter ces expériences de rejet-là. Et votre présentation m'a apporté finalement, parce que je ne connais pas le contexte vraiment canadien, et votre présentation m'a vraiment apporté cet apport historique. Mais est-ce que dans vos recherches, c'était uniquement volontairement basé sur les années 1980 à 1990, ou il y avait, il est possible de retrouver d'autres archives qui continuent sur le temps et d'autres sources finalement. Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'inclure cet apport historique-là dans des recherches comme les miennes? Merci. Oui,
Camille? Merci pour la question. Là. Ça me semble vraiment important et intéressant, vos recherches. Puis en termes de coûts psychologiques aussi, c'est quelque chose que j'ai vu, là, particulièrement en lisant la décision d'arbitrage de Jeanne-Bernard Fortune. Parce qu'une décision d'arbitrage, c'est plus d'une centaine de pages. C'est beaucoup de témoignages, beaucoup d'informations assez détaillées sur les violences vécues et les conséquences. Puis c'est vraiment ça qu'on réalise, en fait, en lisant. J'ai ciblé les années 80 parce que pour ma thèse de doctorat, c'est vraiment sur les conditions de travail puis les mobilisations des travailleuses dans le contexte du tournant néolibéral de l'État québécois. Donc, j'ai vraiment ciblé la décennie 1980 pour cette raison-là. Puis c'est à ce moment-là que le tournant néolibéral commence. Mais je pense que définitivement, il y aurait d'autres choses à aller voir après les années 80, notamment du côté du ralliement des infirmières haïtiennes, qui existe encore aujourd'hui. Il y a un site Internet, là, maintenant ça s'appelle le ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires. Donc le nom est un petit peu plus long, mais il y a toujours des personnes qui sont impliquées. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont été actives dans ce ralliement et qui pourraient peut-être témoigner. Je ne sais pas si vous comptez faire des entrevues, par exemple. Mais moi, mon sujet de recherche, ce n'est pas spécifiquement sur les travailleuses noires, mais je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à aller voir pour les années 80 puis après. Puis j'ai même du côté aussi des relations entre les travailleuses noires et les travailleuses blanches, puis entre les travailleuses noires et les travailleuses philippines, parce que c'est Teresa qui me parlait de ça, mais elle disait qu'il y avait une hiérarchisation assez marquée entre les travailleuses noires et les travailleuses philippines, puis les travailleuses noires étaient perçues comme au plus bas de la hiérarchie dans les travailleuses des soins. Puis que les travailleuses philippines, en fait, n'avaient pas le même rapport au racisme en milieu de travail. Donc, je pense, en tout cas, qu'il y aurait beaucoup à écrire puis à faire là-dessus. Ce ne sera pas tout dans mes recherches, mais pour d'autres chercheuses, c'est vraiment un champ qui est important à développer. Merci beaucoup pour votre réponse et puis pour l'apport aussi, parce que c'est un très gros apport pour moi, vraiment. Merci. Bien, ça fait plaisir. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez des références de personnes ou d'archives. Là, ça va me faire super plaisir. Oh, super, oui. Ben, je prendrai votre adresse mail. Merci. C'est à ça que sert le chantier, c'est justement à mettre en contact les différentes recherches. Je voudrais rajouter que, juste pour dire un mot, le milieu de la santé et le milieu des infirmières est un milieu extrêmement hiérarchisé. Et si moi j'ai réussi à voir la hiérarchie, la manière dont cette hiérarchie s'est mise en place entre hommes et femmes dans la première moitié du XXe siècle, je vois avec vos travaux que dans les années 80, elle se répercute à nouveau sur les travailleurs et travailleuses du plus bas de l'échelle. Et donc on le voit, et c'est pour ça, c'est l'un des intérêts de ce chantier aussi, c'est d'intégrer pas seulement justement ce système hiérarchique blanc, mais de voir comment les personnes au bas de l'échelle, dans les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les différentes autres professions entrent dans ce système hiérarchique et l'intègrent. Alors, c'est assez complexe, mais je n'en dirai pas plus et je donnerai la... Alexandra, vous voulez parler? Oui, désolée, je n'avais pas entendu la fin de votre phrase. Je me demandais s'il y avait autre chose. Merci beaucoup pour ces deux présentations-là. C'était super intéressant. C'est comme une remarque-question. Ce qui me frappe vraiment beaucoup dans la mise en parallèle des deux présentations, c'est la question, dans votre présentation, Julie, vous avez beaucoup parlé de la représentativité. Puis, ça m'a vraiment frappée parce que dans la présentation de Camille, on voit que les infirmières noires sont présentes, qu'elles prennent la parole, qu'elles portent plainte, qu'elles se défendent, qu'elles participent. Fait que c'est ça, évidemment que la question de la représentation est super importante, mais je me demande si dans le présent, mais aussi dans le passé, s'il y a une documentation des actions syndicales,
des comités, de toutes sortes d'actions syndicales sur ces questions-là, notamment les questions de discrimination raciale, mais on peut penser aux questions sur les personnes LGBTQIA+, sexualité, genre, parce que en fait, c'est pas tant la représentation que le fait que même quand elles parlent, on les écoute pas, puis qu'il y a des enjeux de pouvoir évidents, même si elles sont vraiment très là, tu sais. Alors, je me demande si dans vos recherches, mais aussi dans la situation actuelle, si on voit qu'il y a des actions syndicales spécifiques, c'est ça, officielles ou pas, là, sur ces sujets-là, puis qu'est-ce que leur présence ou absence voudrait dire par rapport à ces enjeux. Merci de votre question. Julie, vous voulez répondre? Je peux essayer de répondre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la documentation syndicale. Peut-être que Camille pourra prendre cette partie-là. Mais dans le fonctionnement d'une instance syndicale, c'est une instance qui est politique, où il y a des décisions qui sont prises et où il y a des éléments qui peuvent être portés. Je vais essayer de l'expliquer, d'expliquer tout simplement, mais les personnes qui sont présentes ont quand même un poids important. Ils ont un droit de parole, ils ont le pouvoir de présenter des actions, si vous voulez, que le syndicat peut porter. Donc, le fait que les femmes soient présentes pour porter leur propre voix, puis qu'elles expliquent elles-mêmes ce qu'elles ont vécu est important. Et la distinction qu'il y avait dans les cas que Camille a rapportés, c'était des plaintes individuelles. Donc, c'est comme deux dossiers dans le fonctionnement, dans le sens où la plainte individuelle va être traitée par les conseillers syndicaux, mais les plaintes individuelles ne sont pas ramenées dans ces instances-là politiques. Elles peuvent être ramenées s'il y a une problématique importante qui est vécue. On peut ramener certaines plaintes, mais il y a vraiment un fonctionnement politique où c'est important qu'il y ait des gens qui soient là pour expliquer ce qu'elles vivent et apporter des propositions ou venir expliquer le pourquoi certaines propositions doivent être portées par l'ensemble de l'organisation. Et moi, je peux bien parler de la discrimination qui est vécue par une femme noire, mais je ne suis pas une femme noire. Je vais le porter, le dossier, s'il n'y a personne d'autre qui le porte, mais le dossier va être beaucoup mieux porté s'il est porté par une infirmière noire qui a vécu ces discriminations-là et qui vient porter ce dossier-là. Donc, l'important, c'est important que ces personnes-là aient la place et qu'on leur fasse leur place pour qu'elles puissent prendre la parole. Les rapports de pouvoir sont présents partout dans la société, donc c'est pas inexistant non plus dans les syndicats, ces rapports de pouvoir-là. Et c'est pour ça qu'on met en place certaines mesures dans notre programme d'accès à l'égalité syndicale pour venir soutenir notamment la participation des femmes. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est essayer d'aller voir s'il n'y a pas d'autres mesures qu'on peut mettre pour venir soutenir la participation de toutes les femmes. Donc, regardez dans nos angles morts, regardez ce que vivent certains, ce qu'on va être capable d'aller chercher comme témoignage pour venir soutenir la participation et avoir une meilleure représentation de toutes les femmes. Donc, il y a des enjeux qui sont portés par les syndicats actuellement. Même si les gens ne sont pas présents dans la salle, ça ne fait pas en sorte qu'on nie toute forme de discrimination. Loin de là, on est conscient de ces enjeux-là et on les porte. Mais c'est important aussi que les personnes directement concernées puissent adresser aussi cette problématique-là et que ce ne soit pas moi qui se sens un peu imposteur d'adresser ce type de problématique-là. Voilà. Mais si je peux juste me permettre, pour prolonger la question, peut-être que c'est au fond, quels sont les efforts qui sont faits par le syndicat pour aller
rendre la syndicalisation de ces personnes plus importante? Est-ce qu'il y a une manière d'aller les trouver et de solliciter, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué, le mouvement vers la syndicalisation, c'est un mouvement qui est contrarié par l'employeur, bien sûr, mais aussi par toutes sortes d'autres forces, c'est d'aller convaincre ces personnes de venir se syndiquer et de prendre leur place. Est-ce qu'il y a dans ce programme dont vous nous parlez un effort qui est fait particulier pour aller vers ces personnes et les aider à se faire à rentrer dans le syndicat, tout simplement? Pas spécifiquement dans le programme parce qu'il vise vraiment la participation aux instances, mais c'est un angle qui est extrêmement intéressant parce que oui, il y a des enjeux au niveau de la syndicalisation, oui. Mais la syndicalisation en soi, puis sans vouloir, je pense que la syndicalisation peut avoir des avantages pour tout le monde. Je vais prêcher pour ma paroisse. Mais oui. Mais en même temps, la syndicalisation ne règle pas tout. Si on prend les travailleuses, disons, avec des statuts précaires, des statuts d'immigration précaires, que leur statut d'immigration dépend de leur emploi, est-ce qu'elles vont aller se plaindre des situations qu'elles vivent, des discriminations qu'elles vivent, parce qu'elles risquent quand même pas seulement de perdre leur emploi, mais de devoir quitter le pays ou d'avoir des problématiques plus lourdes. Donc, il y a aussi des situations comme ça duquel on est conscient et qui, malgré le fait qu'on ne représente pas peut-être ces personnes-là spécifiquement, c'est quand même des situations qui nous interpellent dans le sens où une centrale syndicale va, oui, défendre les intérêts de ses membres, mais va aussi défendre des intérêts sociaux beaucoup plus larges que seulement les conditions de travail de ses membres. Fait que c'est quand même des choses qui sont là et qui sont présentes, puis sur lesquelles, oui, on tente de travailler pour améliorer. Voilà. Merci. Camille, est-ce que vous voudriez intervenir? Oui, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais Jean Paris et Teresa m'avaient elles-mêmes raconté des expériences de racisme à l'intérieur de leur syndicat, là, United Nurses, puis ensuite la FIC. C'est-à-dire que Teresa, à un certain point, s'est rendue compte qu'elle était payée moins cher qu'une travailleuse blanche qui avait été embauchée après elle. Jean Paris, quand elle appliquait pour être conseillère syndicale, ça a pris 4 fois avant qu'elle soit embauchée, au point où à la fin, elle disait la seule raison pour laquelle vous ne me donnez pas le poste, c'est parce que je suis noire. Je ne vois pas aucune autre raison. J'ai l'expérience, je suis bonne pour mobiliser les gens, etc. Fait que dans les syndicats, oui, il y a tout un historique d'exclusion des femmes, notamment des postes de pouvoir décisionnel, mais il y a aussi un historique d'exclusion des personnes racisées, des enjeux liés au racisme dans les revendications puis dans les préoccupations des syndicats, au point où il a fallu que Jean Paris fasse intervenir la Commission des droits de la personne pour qu'ils forment la FIC, les gens à la FIC, pour adresser les enjeux de racisme. Donc, il y a l'enjeu de la représentation, mais il y a aussi même comment dans les syndicats ça fonctionne. Puis le fait que, à part pour certains syndicats d'infirmières, il y a eu Hélène Wavrock qui a été présidente de United Nurses, puis Régine Laurent qui a été présidente de la FIC il y a quelques années, mais dans les postes de pouvoir, oui, des fois on va voir des femmes, mais que de voir des personnes racisées, ça arrive pratiquement jamais. Fait que je pense, c'est comme tout mouvement syndical aussi qui doit peut-être faire un examen de conscience pour voir pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui sont dans les instances, qui sont au poste décisionnel, puis pourquoi les revendications syndicales, disons, réussissent difficilement à se réactualiser pour intégrer les préoccupations LGBTQ+, les préoccupations des groupes marginalisés. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que le mouvement syndical doit adresser, là, mais on essaie de faire ça au niveau local puis éventuellement national. Là. Merci Camille. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on voudrait poser ou soulever? Je ne vois personne. Non? Bon, alors il nous reste à vraiment remercier infiniment nos panélistes. Camille et Julie, vraiment merci infiniment. Merci aux personnes qui sont là.
avec nous aujourd'hui. Si vous voulez bien, on vous adressera à nos prochaines rencontres. La prochaine rencontre va avoir lieu le 16 avril. Si je me trompe pas, Samia, c'est le 16? Non, c'est le 19 avril. C'est le 19, ouais. 19 avril, pardon. Donc, vous allez recevoir une invitation. C'est Audrey Gonin qui va la modérer et ça sera la troisième intervention de notre chantier. Mais pour l'instant, je vous remercie encore tout le monde infiniment. Merci à Samia de nous avoir organisés et merci aux membres présentes et présentes dans cette rencontre. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.